Les experts atlantiques. Fatem Zahra El Bouhari. Il est 10h10. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Atlantique Radio, vous le savez, entre 10h et midi, ce sont vos experts. 0522 95 36 70 ou 80, 0522 95 36 70 ou 80. Et mercredi, c'est un jour d'assurance. Aujourd'hui, nous parlerons donc de certains problèmes qui peuvent exister entre les assurés et les assureurs. Après la souscription des polices d'assurance, il peut y avoir des problèmes, vous le savez, peut-être par méconnaissance des lois en vigueur, par oubli, par le non-respect de certains délais. Les rapports entre les assurés et les assureurs ne sont plus au beau fixe. Il n'y a plus cette confiance, il y a des conflits qui peuvent facilement aboutir à des assignations en justice. Vous avez peut-être vous aussi des problèmes avec l'assurance. Nous répondrons à vos questions 0522 95 36 70 ou 80. Et voici notre expert. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Abdelaziz Rachidi, bonjour. Bonjour madame. C'est toujours un plaisir. C'est réciproque. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est Abdelaziz Rachidi, vous êtes consultant senior, formateur en assurance. Vous nous apportez plusieurs éclaircissements aujourd'hui. Alors, d'une manière générale, il y a cette relation entre l'assureur et l'assuré. C'est censé être une relation de confiance, une solution aux problèmes, à certains aléas, à certains problèmes de la vie. Mais pourquoi de tels problèmes peuvent exister? Est-ce que c'est à cause des assurés? Il faut reconnaître que la majeure partie des conflits, des rapports conflictuels qui peuvent exister entre les assureurs et les assurés trouvent leur origine dans le comportement des assurés. C'est le comportement des assurés qui entraîne ces conflits-là. Pourquoi? Parce que par méconnaissance, ils connaissent pas très bien la loi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire. C'est-à-dire que on l'a vu dans les précédentes éditions, oui. C'est-à-dire que pour chaque accident ou aléa de la vie, il y a un délai pour le déclarer à son assureur. Voilà, il y a énormément de choses que les assurés doivent connaître pour garder ce rapport qui est sain au départ, qui risque de devenir des problèmes, des tiraillements de la part de l'un et de l'autre. Et la majorité, je confirme, des problèmes viennent des assurés par ignorance. Oh, ils sont illettrés, ils savent pas quoi faire, ils ne respectent pas ces délais, etc., etc. Et puis, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut lire ses contrats. Voilà, oui, mais qui lit les contrats? C'est ça le problème. Dis-moi, j'ignorais que ceci, cela. Bon, écoutez, monsieur, c'est votre faute. Mais n'empêche, une partie minime, heureuse, minime, trouve son origine chez les assureurs. Et particulièrement chez les agents et les courtiers d'assurance. Donc eux aussi, ils ont quelque chose dans ce conflit. Ils sont pour quelque chose. Donc, Serge, si c'est mon agent d'assurance, le courtier d'assurance, comme vous dites, est à l'origine de certains incidents, certains problèmes, comment l'assuré peut se protéger? Bon, l'assuré, il a une usine, il a une société, une PME, PMI, une voiture, une flotte automobile. Il s'assure la majorité par le biais d'un intermédiaire d'assurance. Ça peut être un agent, ça peut être un courtier. Seulement, ces gens-là ne se prévalent pas. Malheureusement, ils ne se prévalent pas. Et donc, ils se ressemblent pas. Oui, ils se ressemblent pas. Il y a des agents, des courtiers très forts. Professionnellement parlant, très très forts. D'autres qui pataugent un peu d'une manière ou d'une autre. Soit ils ont suivi une formation qui laisse à désirer, soit ils manquent d'expérience. Soit il excelle dans telle ou telle branche, mais pas dans une autre. Ce qui fait, il y a un problème. C'est pour cela, le conseil que je donne aux assurés, de ne jamais confier ses biens à n'importe quel agent, n'importe quel courtier. Il faut les choisir. Nous n'avons que l'embarras du choix. Au Maroc, il y a à peu près 1420 agents et courtiers. répartis sur tout le territoire marocain. C'est formidable, c'est formidable. Donc nous n'avons que l'embarras du choix. Exactement. J'ai une usine, j'ai 100 personnes. Aller demander et redemander. Voilà, j'ai 100 personnes, je veux les assurer en accident de travail, en assurance maladie,
etc. Je ne peux pas confier toute cette population au premier venu. C'est pas possible. Il faut que je sache à qui j'ai affaire. Sur le plan notoriété, bien sûr, les oui-dire, les commérages, al-qil ou al-qal. Est-ce que s'il est valable, n'est pas valable, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Sur le plan probité, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il y a pas de fumer son feu, etc., etc. Donc est-ce qu'il est professionnel? Et surtout, messieurs, dames, quand vous adressez un agent courtier, posez-lui des questions. Oui. Vous avez le droit le plus absolu de lui poser des questions. Et voyez comment ils vont réagir. Oui. Un professionnel répond. Bah, peut-être il bute dans telle chose, mais pas tout le temps. Mais si jamais, chaque fois vous posez des questions, vous voyez que il n'est pas de réponse. Il n'est pas là de réponse. Alors, sincèrement, plantez vos choix ailleurs. Allez refaire. Serge, il y a une question que je me pose, que certains auditeurs se posent peut-être, mais on en a déjà entendu parler. Est-ce que selon vous, il faut préférer un agent d'assurance ou un courtier d'assurance? Peu importe. Ils se prévalent, ils se ressemblent. Ils vendent de l'assurance. C'est vrai, il y a une différence entre eux sur le plan juridique, mais un agent, pour l'assurer, il n'y a pas de différence. Mais où se situe la différence? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le professionnalisme. Je ne peux pas confier mon usine à n'importe qui, ou mon bateau, ou je sais pas moi, ma maison, mon immeuble à n'importe qui. Que ce soit un agent ou un courtier, il faut d'abord qu'il mérite cette confiance que je place en lui. Donc, je choisis l'un ou l'autre, peu importe. C'est vrai, sur le plan juridique, il y a une différence. Un agent représente sa compagnie d'assurance. C'est un mandataire. Alors que le courtier ne représente aucune compagnie d'assurance. Il ne représente que lui-même. Que ses clients. Oui. Ses clients, il les place auprès des compagnies. Il n'a que l'embarras du choix. Il y a une différence sur le plan juridique qui regarde les compagnies d'assurance, qui ne regarde pas les assurés. Mais peu importe, l'un ou l'autre, pourvu qu'il mérite cette confiance, tout simplement. Et donc, vous ne conseillez ni l'agent d'assurance ni le courtier, ça dépend, chaque chez les deux se prévalent. Ouais. Mais ces courtiers sont souvent appelés assureurs conseils. Oui. On a l'impression qu'ils ne font que donner des conseils. Oui. Qu'en est-il? Mais bien sûr. Ils sont pas là pour gagner de l'argent. C'est vrai. La majorité sont des SARL. Société à responsabilité limitée. Ils cherchent le profit. Ça coule de source. Bien sûr, le profit. Ils ont des actionnaires. Ils veulent des sous. C'est tout à fait normal. Il faut vivre. Il faut vivre. Non, mais bien mérité. Légitimement. Ils ont le droit. Mais le problème, pour moi, assuré, se situe à quel niveau? Je veux avoir devant moi un professionnel, autrement dit, un assureur conseil. D'ailleurs, c'est le terme qu'on trouve souvent pour les agents et pour les courtiers. Comment un assureur conseil? C'est un professionnel capable de répondre pratiquement à toutes les questions qui lui sont posées. Peut-être il ne pourra pas répondre sur le champ à des risques compliqués. La touriste chantier, l'abri de machine, la RC décennale, touriste sauf, c'est un peu compliqué, mais il peut dire, écoutez monsieur, je vous réponds demain. Oui. Entre-temps, il se renseigne auprès de compagnie. Mais si jamais il n'arrive pas à répondre au b.a.-ba, à des choses simples, il y a quelque chose. Exactement. Donc il y a souvent donc confusion entre cet agent d'assurance et ce courtier d'assurance. Donc grosso modo, Serge, comment on peut faire la différence? Vous l'avez déjà répondu, mais grosso modo. Grosso modo, comme je l'ai dit, un courtier représente toutes les compagnies d'assurance. Il travaille avec pratiquement toutes les compagnies d'assurance. Il a le droit de placer ses affaires là où il veut. Là où il veut, il n'est tenu par rien du tout. Moi, j'ai une grosse usine, je la confie à la cabinet courtier A. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va taper à toutes les portes pour avoir les meilleurs prix, les meilleures compagnies, les meilleures prestations, etc., etc. Donc c'est un intermédiaire. C'est un courtier. Un courtier. Oui. Par contre, un agent, il ne peut placer mon affaire qu'auprès de sa compagnie. Il n'a pas le droit de la placer ailleurs. Si jamais il le fait, il y a infidélité et il risque gros de la part de sa compagnie. Parce que la compagnie l'a placé à Insgan
pour, par exemple, pour me représenter moi. Si jamais j'apprends que telle affaire vous l'avez donnée à un autre assureur, vous risquez gros. Donc un agent, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il doit impérativement placer mon affaire auprès de sa compagnie. C'est pour cela, avant de la confier à un agent, je dois savoir il représente qui. En fait, le vrai assureur, c'est pas l'agent. Ce n'est pas le courtier. C'est la compagnie. Non, il n'assure pas lui. C'est un simple intermédiaire moyennant 10, 15, 20% de commission. Lui, il n'assure rien du tout. C'est sa compagnie d'assurance qui, auprès de laquelle il a placé l'affaire, c'est elle qui est intéressée au premier chef. C'est elle qui va payer les indemnités. Donc, avant de confier mon affaire à un agent, avant toute chose, je lui dis, il représente quelle compagnie? Il représente quelle compagnie? Donc, il y a un problème là. Donc, il faut d'abord que je me renseigne auprès de la compagnie lambda, qui est représentée dans ma ville par tel agent. À ce moment-là, j'ai dit oui ou non. Par contre, un courtier, non. Un courtier, non. Je lui dis, monsieur, écoutez, voilà, j'ai une très grosse affaire à vous confier. C'est mon usine. Débrouillez-vous, allez frapper à toutes les portes et tenez-moi au courant. Il va faire des appels d'offres à droite et à gauche. Et finalement, il dit, j'ai trouvé la compagnie Intel qui veut votre affaire moyennant une prime de 100 000 dirhams et vous offre ça. Non, écoutez, laisse tomber. Voyez avec une autre. Donc, moi, avec un courtier, je peux très bien, il me représente. Exactement. Donc, il peut frapper à toutes les portes. Exactement. Donc, entre le courtier et l'agent, il y a cette seule différence. Mais pour les assureurs en général, est-ce que, en tant qu'assuré, en tant que cliente, il faut choisir ceux qui proposent les primes les plus compétitives, selon vous? Non. Je dirais non. Il faut pas être aveuglé. Mais on veut tous faire des économies. Oui, mais d'accord. L'assurance ne paraît chère qu'au début. C'est un adage qui est très connu. L'assurance n'est chère qu'au début. Après, il y a un pépin. Lorsqu'il y a un sinistre, c'est à ce moment-là on connaît la valeur d'une compagnie d'assurance. C'est vrai. Chaque assuré a un budget qui est alloué à telle branche, à telle chose, etc. Mais il faut pas être aveuglé. Il faut dire, cette compagnie, c'est la moins chère. Je vais vers elle. Non. Il y a un proverbe, Shabi, dialectal. Exactement. Je vous le fais pas dire. Je vous fais pas dire, non. Elle est la moins chère. Pour quelle raison elle est la moins chère? Non. Qu'est-ce que ça cache? C'est la vice cachée. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Du moment où j'ai des sous, j'ai un budget, je frappe à toutes les portes. Et surtout, je vois pas le prix. Je vois le prix, c'est vrai. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle offre? Quelles sont les garanties derrière? Le vol, l'incendie, le bris de glace, qu'est-ce qu'elle m'offre? Qu'est-ce qu'elle ne m'offre pas? Etc. C'est là où il y a matière à discussion. Et a posteriori, je vois quels sont les prix. Oui, donc le prix n'est pas le meilleur critère pour choisir son assurance. C'est les prestations, c'est les garanties. Et il ne faut pas hésiter à aller frapper à toutes les portes, à aller demander, à comparer. Surtout les 10h23. Je rappelle nos numéros de téléphone 0522 95 36 70 ou 80 0522 95 36 70 et 80. Les litiges, les conflits en assurance entre assurés et assureurs. Comment les éviter de voler Serge? Donc aujourd'hui, la souscription des polices et les sinistres. Commençons donc par le premier volet, la souscription des polices. Alors, faut-il privilégier, selon vous, des polices, celles qu'on appelle multirisques? Je vous réponds immanquablement. Oui. Immanquablement. Pour quelle raison? Les polices multirisques sont les meilleures. Pourquoi? Bon, je viens vous voir, j'ai une usine, je veux la garantie vol. Je vous paye 100 000 dirhams, vous ne me couvrez qu'en vol. Oui, c'est-à-dire pas en incendie, pas en brise de glace, pas dégâts des eaux. Exactement. Si j'ai un incendie dans mon usine, c'est en effet de moi. Oui, exactement. J'ai fait une bêtise, j'ai souscrit une police vol. Supposons je prends l'incendie, je souscris une police incendie. Là aussi, l'assureur ne peut m'offrir que l'incendie. Oui, la plupart des usines se disent, par exemple, je vais évaluer le risque. Oui. Si je ne risque pas vraiment le vol et que je risque plus l'incendie, je prendrai seulement l'incendie. Oui, mais c'est dangereux. C'est un risque inutile? C'est jouer avec du feu. Il y a des cambriolages. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Il y a tout le temps des incendies. Tout le temps des cambriolages, des vols.
tout le temps des accidents, etc., etc. Donc, il y a les assurés sont à la merci de tout. Et choisir une police pour une garantie, c'est gros. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. C'est pour cela, je préfère les polices multirisques qui offrent une panoplie de garanties. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Et il est 10h37, 0522 95 36 70 ou 80. Spécial assurance, comme tous les mercredis. Notre expert aujourd'hui, Abdelaziz Al-Chadi, vous êtes donc consultant senior, formateur en assurance, les conflits en assurance. C'est notre sujet du jour. Nous étions dans la souscription des polices, Chadi. Donc, vous nous parlez de polices multirisques. Il faut les privilégier, selon vous, parce que ça couvre plusieurs risques, comme leur nom l'indique. Exactement. Il est préférable d'opter d'abord pour les polices multirisques, que ce soit au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau du multirisque habitation, multirisque professionnel, les restaurants, les hôtels, les entreprises, les PME, les PMI, au niveau des multirisques industriels, au niveau des grandes entreprises, des grandes sociétés, des grandes entités, etc. Voilà, c'est mieux que de négocier avec les assureurs police par police. Exactement. Police par police. Exactement. Donc, mais pour la notion de temps, vous conseillez une multirisque, mais nous le savons, nous avons deux sortes d'assurances. Il y a les polices fermes et les polices renouvelables par tacite reconduction. Qu'est-ce qu'il faut préférer selon vous? Bon, les deux sont valables. Tout dépend maintenant je dirais de la nature de l'assuré. De la nature des assurés. Il y a des assurés qui disent, écoutez, moi je veux la police ferme. C'est-à-dire que le 31/12, c'est terminé. C'est terminé. 1er janvier, 31 décembre à minuit, je veux plus entendre parler de vous, je veux garder ma liberté. Oui. Comme ça, en 2016, je peux aller où je veux. Vous n'avez pas à me retenir, monsieur l'assureur, je suis libre. Mais c'est une police très dangereuse. Très dangereuse. Comment ça? Si jamais je suis nonchalant, mal organisé. J'oublie. Je suis une grande entreprise très forte dans mon domaine à moi, mais le côté administratif, papier, tout ça, je suis dépassé. Je risque en janvier 2016, le 8, je suis plus assuré. Oui. Imaginez si j'ai 500 individus, 500 salariés qui sont plus assurés en accident de travail, en maladie, en dîme, etc., etc. Ce qui fait que c'est très dangereux. Plus qu'en automobile. Imaginez, je serai une police ferme automobile. Et le 30 juin, elle cesse. Automatiquement. Eh ben, le 2, le 4, le 5 juillet, je suis plus assuré. Si jamais je tue quelqu'un, je fais une bêtise, eh ben, je vais payer de mes deniers, de ma poche. Sans parler des poursuites pénales. Donc, c'est une police qui est bien, mais à déconseiller aux gens qui oublient, qui sont mal organisés, qui ont trop de travail, trop de soucis, trop de choses, etc. Non, il faut la déconseiller. Par contre, l'autre police, la police renouvelable, par tacite reconduction, tu jettes d'aide, automatiquement. Je suis toujours assuré. Oui. Même si je ne vais pas avoir l'assurance, oui. Même si j'oublie, même si je ne paye pas. Je suis toujours assuré. Le 31 décembre, je sais pas moi, je suis à Tanger, je suis à Marrakech, je suis toujours couvert. Mon attestation, il y a écrit 31 décembre, mais c'est pas vrai. La police, elle continue dans le temps. Pour les risques d'hiver, pour tout ça. Quoi qu'il m'arrive en janvier, en février, je suis toujours couvert. Et je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé pour 2016. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas payer. Absolument. Ça ne veut pas dire que je vais payer. Je vais pas payer. La prime, elle est due. Elle est due à l'assureur. Mais là, ces polices-là, ces contrats, on les trouve chez les fournisseurs d'électricité, chez les fournisseurs des téléphones.
sont des contrats renouvelables par tacite reconduction. Le 31 décembre, la société de distribution, je ne cite pas le nom, qui nous fournit à Casablanca, par exemple, l'électricité, il va pas couper l'électricité en disant, écoutez, est-ce que vous voulez encore pour l'année 2016? Est-ce que vous voulez? Non. Elle continue dans le temps. Dans le temps, exactement. Dans le temps. Toutes ces polices-là sont renouvelables par tacite reconduction, sont très intéressantes, surtout les gens qui ne veulent pas de problème, qui ne veulent pas de soucis, qui ne veulent pas et parce qu'ils oublient, parce qu'ils ont d'autres chats fouettés, etc. Et donc, voilà. Comment faire pour résilier ces polices fermes à leur échéance? Rien du tout. Rien du tout. C'est automatique. C'est automatique, c'est pas clair. C'est automatique. Les polices fermes meurent, entre guillemets, s'éteignent le 30 juin, par exemple, ou le 31 décembre à minuit. Donc, je n'ai pas à dire à l'assureur, faites ceci. Je n'ai rien à lui dire. Je sais pertinemment, dès le début, qu'elle va mourir le 30 décembre à minuit. À moi de prendre mes dispositions. Exactement. Pour ne pas être dépourvu d'assurance. Et donc, contrairement donc aux polices renouvelables par tacite reconduction, comment faire pour les résilier? Ce n'est pas automatique, j'imagine. Exactement. Alors ça, c'est une autre chanson, c'est une autre manière, compte tenu du fait que ces polices-là ne s'arrêtent pas. Ils n'ont pas d'échéance, il n'y a pas d'échéance. Ils ne s'arrêtent pas dans le temps. Ce plan timing, il continue dans le temps. Si je veux prendre ma liberté, je peux prendre ma liberté, hein. Je peux pas rester avec vous 20 ans, 30 ans, c'est pas possible. Si jamais vous me plaisez pas, monsieur l'assureur, je veux camper ailleurs, c'est mon droit le plus absolu. Je dois résilier cette police. Mais attention, en respectant le préavis, qui va de 1 mois à 3 mois. Donc je dois, selon la nature des polices. En automobile, c'est 1 mois. L'accident de travail, c'est 2 mois. Maladie, c'est 3 mois. Donc, je dois respecter ces délais. Si jamais je ne respecte pas ce délai, si jamais, ou encore, je demande la résiliation, mais la talata. Ouais. Par exemple, maintenant, on est, je crois, le 9 décembre. Exactement. Je ne peux plus résilier ma police de 2016. C'est trop tard. Il fallait le faire avant le 1er décembre 2015. Vous me suivez? Il faut 1 mois. Il faut, en automobile. Dans les autres branches, il y a 2 mois et il y a 3 mois. Maximum, c'est 3 mois. Donc, je dois envoyer, une demande de résiliation pour, dire, je ne veux plus rester avec vous, je veux prendre ma liberté, je vous demande, monsieur l'assureur, de mettre fin au contrat qui nous lie, point barre. Exactement, tout simplement. Donc ces polices renouvelables par tacite reconduction doivent être, c'est-à-dire annulées si je veux les annuler, si je ne veux plus avoir affaire à cet assureur. Mais ma question est, si jamais je n'ai pas dit à mon assureur que je veux résilier le contrat, pour lui je suis toujours assuré chez lui. Alors là, j'ai fait une gaffe. J'ai commis une bêtise là. Je n'ai pas respecté le contrat qui me lie à cet assureur. Il m'a dit, écoutez, moi, je vous continue à vous assurer, monsieur Herchidi, tout le temps. 2015, 2014, 2016, mais si jamais vous voulez partir, c'est votre droit le plus absolu, avisez-moi. 1 mois. Voilà, 1 mois à 3 mois, avisez-moi, on m'a envoyé une lettre recommandée, comme ça, je puisse arrêter tout. Je n'ai rien fait. Mais il n'est pas au courant. Il continue de m'assurer dans le temps. Et à ce moment-là, en 2016, il continue à me couvrir. Et si jamais j'ai un accident grave, un incendie dans mon usine, il y a un accident de travail, des gens tombent malades, mon personnel, ou dans ma voiture a été volée, ou j'ai un pépin, je suis couvert, alors que je n'ai rien donné du tout. Exactement. En 2016. Il doit casquer. J'ai tué un piéton, je me suis saoulé. Moi, je bois pas. Exactement. Moi, je bois pas. Je me suis saoulé. J'ai tué un piéton. Mais il doit casquer. Il doit payer les ayants droit, alors que je lui ai rien donné comme prime en 2016. Mais le revers de la médaille, c'est que la prime, qui était au début une prime, une simple prime, devient une prime contentieuse. C'est-à-dire qu'on appelle ça donc les contentieux primes. Absolument, vous avez 1000 fois raison. À ce moment-là, l'assureur, il est en droit de me dire, écoutez, vous devez me payer. Et si jamais je dis non, je ne veux pas, eh ben, il a le droit de m'assigner en justice pour recouvrer
sa prime qui est devenue contentieuse, tout simplement. Exactement. Avant de continuer dans les conflits, prenons un premier appel de cette matinée. Mohamed de Rabat. Allô, bonjour. Oui, bonjour, et merci à toute l'équipe des experts. Merci. Et voilà, j'interviens sur ce sujet, sur des sujets moins dramatiques que celui qui vient d'être évoqué à l'instant. Moi, je voudrais juste des cas simples concernant l'assurance de véhicules. D'abord, j'ai eu un accrochage il y a quelques années où le véhicule avait 7 ans d'âge, il a fallu... mon assureur me demandait ma contribution alors que j'étais pas du tout en tort, 100% des torts étaient pour la partie adverse, on me demandait une contribution pour vétusté de mon véhicule. Ça, c'est un point. Un autre point concerne, maintenant le véhicule a plus de 10 ans, non, on n'a pas le droit de vous remorquer. Si vous tombez en panne, ça fait rien, tout est à votre charge. Et enfin, un dernier point, ça m'arrive de tracter une remorque. Ma remorque, elle est de 500 kilos, je paye 10% du montant d'assurance, et on me dit que je peux tracter même 4 tonnes ou 5 tonnes s'il le fallait. Alors voilà, j'ai dit ça tout simplement parce que j'ai vécu en France et j'ai connu d'autres façons de faire. Et je vous remercie à vous. Merci. C'est Mohamed, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, pour la vétusté, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Ouais, excusez-moi, j'ai pas vécu ça en France, on parle pas de... Si, attention, non. Le véhicule dans le même état. Non, je suis désolé, non, je m'excuse de vous contredire, la vétusté existe en France. Cher monsieur, mais je m'explique. Ouais. On l'appelle, nous, Darija, al-Qdoumiya. Votre voiture a 7 ans, votre voiture a 7 ans d'âge. Vous avez un accident. Vous n'avez pas le droit de la remettre en l'état avec des pièces tout flambant neuves. Exactement. Pourquoi? Dans ce cas, vous allez faire ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Grâce à l'accident, vous allez vous trouver avec une voiture qui a 7 ans d'âge, mais des optiques tout neufs, des pare-chocs nickelés tout neufs. Voilà, exactement. Ce n'est pas normal. Vous allez dire, ah tiens, c'est une veine cet accident, ma voiture a été retapée, tant mieux pour moi. Non. Alors que dit la loi? De deux choses l'une. Soit vous allez la retaper, vous allez faire les réparations avec des pièces neuves, c'est votre droit, mais on vous comptera une vétusté. C'est tout à fait normal. Cette vétusté-là, c'est laissé à l'appréciation de l'expert et qui va tenir compte de l'âge du véhicule. De l'état du véhicule. Plus il est ancien, plus le taux il augmente et l'état général d'entretien du véhicule. Ça, c'est comme ça. Deuxième possibilité, vous allez dire à l'expert, écoutez, moi, je veux pas de vétusté, et alors, je vais acheter des pièces auprès de la ferraille, auprès des épavistes. À ce moment-là, on ne comptera pas la vétusté. Pourquoi? Parce que votre voiture a 7 ans, vous avez acheté des pièces qui ont été récoltées des voitures qui ont 5, 6, 10 ans, et on vous comptera rien du tout. Voilà, pour la vétusté, c'est tout à fait normal. Alors on peut pas remorquer votre voiture. Pour la deuxième question, on peut pas remorquer votre voiture parce qu'elle a plus de 6 ans d'âge. Oui, en cas de panne, mais pas en cas d'accident. En cas d'accident, quel que soit l'âge du véhicule, l'assisteur, ici c'est l'assisteur, ce n'est pas l'assureur, doit remorquer votre voiture. Mais là, tout dépend du contrat que vous avez conclu avec l'assisteur. Voilà, tout simplement. Merci. Donc, merci, Mohamed, de nous appeler de Rabat. Je rappelle le numéro de téléphone 0522 95 36 70 ou 80. Donc, le contentieux prime, on en parlait juste avant. Oui. Donc, pour être valable devant la loi, comment doit être faite cette lettre de mise en demeure? Alors, dès que l'assureur constate que son assuré n'est pas revenu pour lui payer la prime, la nouvelle prime, supposons de l'année 2016, il doit aviser son client. Généralement par téléphone, par une petite lettre, avis d'échéance, en disant, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'ils ne cherchent pas le conflit, ils ne veulent pas de problème. Alors si jamais l'assuré ne donne pas signe de vie, il ne répond pas, alors l'assureur est en droit d'envoyer une lettre
de deux manières. Une lettre recommandée, ou une lettre recommandée AR, qu'on appelle la lettre de mise en demeure, risala tutedit. Alors cette lettre, aux yeux de la loi, n'est valable que dans deux conditions. D'abord, il faut qu'elle soit en lettre recommandée AR. Et deuxièmement, il faut qu'elle reproduise l'article, les dispositions de l'article 21 du Code des assurances. Parce que l'article 21, ce fameux article du Code des assurances, il dit voilà les droits des assurés. Voilà les droits des assureurs. En cas de non-paiement de primes, voilà ce qu'il faut faire, Donc, la lettre doit comporter, en son verso, par exemple, ou son recto, l'article 21. Comme ça, l'assuré, dès qu'il reçoit la lettre de mise en demeure, c'est une lettre grave, attention, grave, les celles toutes ces dites. Il va lire l'article pour voir, qu'il lui dit, monsieur, vous avez commis une erreur. Venez payer votre prime, et voilà votre attestation. L'année 2016, ou voilà l'avenant de renouvellement, ou peu importe. Donc, il faut qu'il soit en recommandé, et il faut qu'il reproduise les dispositions d'article 21 du Code des assurances. Donc, nous avons parlé tout à l'heure des délais, Serge Chadji, oui. Pour résilier son assurance, etc. Est-ce que maintenant les assureurs ont un délai pour envoyer leur lettre de mise en demeure? Est-ce qu'ils peuvent le faire à n'importe quel moment? Je dirais oui et non. C'est-à-dire? Je dirais oui et non. Oui, ils peuvent patienter. Mois de mai, juin, juillet, ils continuent à couvrir sans percevoir quoi que ce soit. Ce sont des choses qui arrivent surtout pour les VIP. Very important person. Quand un assureur a devant lui un ministre, quelqu'un, un BCBG, comme on dit. Bon genre. Quelqu'un bon. Il dit attention, je vais lui envoyer une lettre de mise en demeure, et je risque des représailles, je risque gros, laissez tomber. Il essaie de laisser couler, gagnant du temps parce que j'ai pas intérêt, etc., etc. Ce sont des cas rarissimes, mais on les trouve de temps en temps. Mais que dit la loi, l'article 21? L'échéance c'est le 31 décembre. Durant les 10 jours, il n'a pas le droit de réagir. 1er janvier jusqu'au 10 janvier 2016, il n'a pas le droit de réagir. Parce que les gens oublient. Un oubli, il n'est pas là, il est malade, il est en voyage. Bon, 10 jours, c'est pas grave. Mais à partir du 10e jour, on tire la sonnette d'alarme. C'est à ce moment-là, l'assureur peut, je dis peut, mais pas doit, peut envoyer une lettre de mise en demeure en disant attention, vous m'avez pas payé. Ou si c'est un client de longue date, il peut l'appeler et l'aviser. C'est ça, c'est ça. Bon, il se peut qu'il avise par téléphone, lui envoyer un avis de déchéance en disant écoutez, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ou bien l'agent, le courtier qui est prévenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a des commerciaux qui vont taper à la porte du client. Bonjour monsieur, Malcolm, qu'est-ce qui se passe? Essayez de trouver une solution. Sans brusquer, parce que l'aide maison de mort, ça brusque les gens, ça les ébranle. Mais qui me tire d'âge. Tu veux quoi? Donc il y a des gens qui n'acceptent pas. Donc, après 10 jours, après l'échéance, l'assureur peut envoyer l'aide maison de mort. Mais il le doit. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, c'est son argent. Il n'a pas intérêt. Exactement. Il n'a pas intérêt à tergiverser, à gagner du temps. Ce n'est pas time is money. Plus il avance dans le temps, plus il risque d'avoir un accident ou il va payer l'accident sans percevoir la prime. Mais attention, que dit la loi? Si jamais il dépasse 2 ans, à compter de l'échéance, sa créance est prescrite. Il n'a plus le droit de réclamer quoi que ce soit. Vous me suivez? Exactement. Si jamais la police, il est quelque part, il est mal organisé. Ce n'est plus maintenant. C'est terminé. À l'époque, oui. Je me souviens, à 30 ans, 40 ans, il y avait ça. Mais maintenant, avec l'informatisation, il n'y a plus ça. Supposons, il a perdu de vue cette lettre de mise en demeure. Il l'a pas envoyée. Et si jamais 2 ans après passe, sa créance devient caduque. Il n'a plus le droit de réclamer à son assuré le montant
de la prime. Et donc, c'est ce qu'on appelle les contentieux prime. Il y a un autre genre de contentieux qui est assez courant. On en a parlé dans les précédentes éditions. Lors de la souscription des contrats d'assurance, est-ce que les assurés doivent déclarer la valeur réelle de la chose à assurer? Oui, ils ont intérêt. Ils ont intérêt. J'ai acheté une Mercedes à 500 000 dirhams, supposons, à 500 000 dirhams, je veux l'assurer en tierce, en vol, incendie. Eh ben, je dois déclarer 500 000 pour que mon assureur calcule sa prime en fonction de ce montant, 500 000 dirhams. J'ai une marchandise, j'ai une société avec des marchandises, des céréales ou autres, je sais pas moi, j'ai 4 millions de dirhams de marchandises. Eh ben, je dois déclarer 4 millions de dirhams. Si par malheur, c'est ça le problème, si par malheur, je déclare moins, pourquoi? Pour gratter un peu la prime. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà, si je déclare un capital inférieur qui ne reflète pas la réalité, qu'est-ce que je risque? Alors je risque une sanction. Voilà. Je risque une sanction de la part de mon assureur et la loi lui permet de me sanctionner. Attention. Oui. La loi permet à mon assureur de me sanctionner parce qu'il y a un manquement de ma part. Pourquoi? Parce que j'ai menti. J'ai acheté une Mercedes 500 000. J'ai dit, je prétends que j'ai acheté à 300 000 pour payer moi. J'ai 5 millions de marchandises dans mon ISI. J'ai dit, je n'ai que 2 millions. Alors, j'ai menti. Bon, sciemment ou pas, ou par mégarde, peu importe. Alors, l'assureur est en droit de me sanctionner en m'appliquant la règle proportionnelle de capitaux. À ce moment-là, il ne me payera qu'une partie de l'indemnité dont j'ai droit. Donc une règle proportionnelle. À 10h58, encore une poignée de secondes avant le point sur l'actualité. Prenons Mustapha de Casablanca. Allô, bonjour Mustapha. Oui, bonjour Lalla. Bonjour. الله يخليك عندي une question تفضل. concernant l'assurance API, assurance de travail. Alors, on est une société, personne morale, on avait une assurance. Et puis, il a donné échéance, يعني وصلت لهذا ديالها الوقت خصنا نخلصوها وتعطلنا عليها. C'est pour une maison de mort. Alors, c'est pour une maison de mort, تعطلنا بزاف, etc. Bon, c'est plus de 6 mois. Alors, ملي مشينا نخلصوا لقيناهم قال لك راه la police ديالكم c'est déjà résilié, donc on ne peut pas vous assurer, donc خصكم تخلصوا déjà. وعاد نبداو لكم من جديد. قلت لهم انا جو باي با بروبليم مي ا كونديسيون تعطيني اتيستاسيون داسيونس باسكو اون بوزون بور لي مارشي بوبليك ايتو. قال لك لا ما يمكنش نعطيكم الاسيرونس خصكم تخلصوا وعاد ديك الساعات سينون غادي تمشي للمحكمه ايتو. دونك دابا بغينا باش نخلصوا هما ايزون بلوكي ايزون ريزيلي لا بوليس وبغينا نشوفوا لا سوليسيون كيسكون دوا فير دون سو كا. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Et il est 11h08. Continuons à vous répondre 0522 95 36 70 ou 80. Les assurances aujourd'hui avec Abdelaziz Al-Chadi. Vous êtes donc consultant senior, formateur en assurance. Nous parlons donc des conflits en assurance et juste avant le point sur l'actualité. Nous parlions donc avec Mustapha de Casablanca sur une question concernant les accidents de travail, une question qui rejoint ces conflits. C'est Mustapha, bonjour. Oui, bonjour Céline. Oui, vous êtes toujours avec nous. Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez reçu la lettre de mise en demeure? Oui, je l'ai reçue, oui. Dans ce cas, c'est votre faute, cher monsieur. Je m'excuse, c'est votre faute. Du moment que vous avez reçu la lettre de mise en demeure, il y a des délais. Il y a des délais bien précis. Il y a 20 jours à compter de la réception, après 10 jours de suspension et après la résiliation. Il fallait à ce moment-là réagir. Soit vous allez voir votre agent, votre courtier, vous trouvez un arrangement à l'amiable, soit de lui payer tout simplement la prime. Du moment que la société, votre société n'a rien fait, n'a pas réagi durant la période accordée par la lettre de mise en demeure, qu'a fait l'assureur? Il a résilié sa police, bien entendu, et sa prime devient contentieuse. Ça devient, et vous êtes obligé de payer. De toute façon, si vous voulez pas payer, il ira devant les tribunaux, et il aura gain de cause. Il aura un gain de cause. D'accord. D'accord. Merci, c'est Mustapha.
On espère une solution à l'amiable, on espère ne pas arriver aux tribunaux. Revenons à l'assurance automobile ou au litige. Si je vends ma voiture, je suis assuré chez X assurance ou X courtier d'assurance. En cas de vente de mon véhicule, qu'est-ce que je devrais faire? Tout simplement signer conjointement avec avec l'acheteur le dépliant et le faire légaliser. Je peux recevoir la somme, aviser mon assureur comme quoi j'ai vendu ma voiture pour qu'il puisse arrêter ma police. Et surtout, et ça c'est une habitude chez nous malheureusement, surtout ne pas donner l'attestation d'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vends la voiture et je vous donne l'attestation. Mais c'est très dangereux. Bien sûr. Demain vous allez tuer quelqu'un et c'est moi civilement responsable. Et je risque gros. Donc ne donnez jamais, messieurs, dames, l'attestation quand vous vendez une voiture. Et surtout. Ça arrive surtout quand c'est des proches. Oui, mais c'est dangereux, c'est dangereux. La voiture n'est plus à moi et je vous donne l'attestation. Qu'est-ce que vous faites, vous n'irez pas faire la mutation auprès du centre immatriculateur, ce qui fait que l'État ne me connaît que moi. Et supposons pire, j'allais, je vois des choses noires. Vous tuez quelqu'un, vous prenez la fuite. C'est moi qu'on irait chercher. C'est moi, le propriétaire. Exactement. C'est vous, monsieur, qui avez tué et qui a pris la fuite. J'ai vendu ma voiture, pas question. Chez nous, au niveau du centre immatriculateur et à Rabat, le centre immatriculateur central, il y a toujours Archidi Abdelaziz. C'est vous, monsieur le propriétaire. C'est vous le responsable. Donc ne donnez jamais l'attestation. On ne donne pas l'attestation. En cas de vente, à quel moment précis l'assurance cesse pour les véhicules immatriculés, par exemple? Ça, je vais vous dire un scoop. Je vais vous dire un scoop. La quasi-totalité des gens qui nous écoutent, la quasi-totalité, ne savent pas ça. Vous êtes noto. Oui, je vais vous dire tout. Ils ne savent pas ça. Pour les véhicules immatriculés, c'est au moment de la saisie de l'officier de l'administration dans le centre immatriculateur. Dès que l'officier, il met la voiture Intel a été vendue à monsieur Intel, à ce moment-là, l'assurance, elle cesse. C'est-à-dire que si vous vendez ma voiture au moment où on signe la vente, c'est terminé. Non, pas du tout. Je vous vends la voiture. Là, je suis toujours propriétaire de la voiture. Tant que vous irez pas au centre immatriculateur, je demeure le propriétaire de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis un jour, vous irez au centre immatriculateur, l'officier, il fait la saisie. À ce moment-là, je suis plus propriétaire. C'est vous, aux yeux de l'État, c'est vous qui êtes l'administration, c'est vous qui êtes propriétaire. Ça, tout le monde le sait. Mais là, le bas blesse. C'est au niveau des véhicules non immatriculés. Et c'est une chose que très peu de gens connaissent. Et c'est propre à nous, les Marocains. On ne demande pas assez. C'est spécial. Non, pour les véhicules non immatriculés, pour les motos, par exemple, les scooters, tout ça, c'est une spécificité marocaine. Je prends un exemple. Je vous vends mon scooter de 49 cm3. Vous bénéficiez, et je vous donne pas l'attestation. Vous bénéficiez de mon assurance à moi durant 8 jours. Et ces questions de 8 jours, très peu de gens le savent. Très peu de gens le savent. Donc, vous bénéficiez de ma moto, vous me donnez 10 000 dirhams, que sais-je, et en plus, vous avez droit à mon assurance à moi 8 jours. Supposons durant ces 8 jours après la vente, après l'immatriculation, en votre nom, vous tuez quelqu'un, vous blessez quelqu'un. Mon assureur qui ne vous connaît pas, il doit casquer, il doit payer. Pourquoi? Parce que l'accident a eu lieu après 8 jours d'immatriculation. Exactement. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est 8 jours? C'est propre aux Marocains. C'est propre à nous, hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Parce que la majorité des gens qui achètent une moto non immatriculée, il leur faut un certain temps pour avoir 2500 dirhams, pour aller voir un assureur, s'assurer, etc., etc. Alors, pour préserver les droits des victimes, la loi, il est claire. Même après l'immatriculation du véhicule non immatriculé, l'assurance court durant 8 jours pour permettre aux gens de s'assurer dans les meilleures conditions. Après 8 jours, c'est terminé. L'assurance ne joue plus. Toutes les motos qui vont être immatriculées prochainement vont subir les règles des premiers, c'est-à-dire des véhicules immatriculés.
Alors, les matriculés, c'est le problème, exactement. Les véhicules immatriculés, le problème ne se pose pas. Que ce soit une grosse moto, que ce soit une voiture, c'est au moment de la saisie de l'officier au niveau du centre immatriculateur. Pour les à ce moment-là, l'assurance, elle cesse automatiquement. Mais pour les véhicules non immatriculés, même lorsqu'on passe devant le registre, parce qu'il y a un registre qui est signé par le vendeur et l'acheteur, c'est de la commune. À partir de la date de vente, qui est inscrite sur le registre, l'acheteur bénéficie 8 jours de l'assurance qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, etc. Etc. Donc, voilà. En cas... c'est un peu spécial. Oui, c'est un peu spécial. Donc, si j'aimerais, un autre cas de figure, si j'aimerais étendre les garanties pour certains risques qui sont exclus par cette police d'assurance, est-ce que je peux le faire de manière librement? Je peux dire oui et non, et là aussi. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Et vous pouvez nous appeler au 0522 95 36 70 ou 80. Je vous pose la question, Serge. Donc, si j'aimerais étendre les garanties pour certains risques qui sont exclus par ma police d'assurance, est-ce que je peux le faire librement? Oui et non, vous me dites. Oui et non. Je m'explique. Dites-moi. Toutes les polices, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, assurance de personnes ou assurance dommages, assurance maritime, aviation, toutes les polices comportent deux choses. Les exclusions absolues et les exclusions relatives. Les exclusions absolues, ce sont les cas que les assureurs ne veulent en aucun cas couvrir. Même si vous voulez les étendre, même si vous voulez me donner des sous, vous voulez payer une surprime, je vous dis non. Il n'en est pas question, c'est formellement interdit parce que ce sont des exclusions absolues. C'est le cas, par exemple, vous avez un camion à Zayo, vous transportez de la contrebande, vous dites, monsieur, voilà, je paie 20-30%, peu importe le montant, je veux assurer la marchandise contrebande. C'est formellement interdit. Parce que ça fait partie des exclusions absolues. Je prends un autre exemple. Monsieur, voilà, il m'arrive parfois de brûler des feux rouges, des stops, je sais pas moi, je veux que vous payiez vous, monsieur l'assureur, les amendes, ce qu'on appelle les ATF, amendes transactionnelles forfaitaires, je vous payerai ce que vous voulez. Non plus. Ça fait parler des exclusions absolues, il n'est pas question de les couvrir. Par contre, toutes les polices comportent ce qu'on appelle les exclusions relatives. Alors ces exclusions, oui, c'est exclu. Je ne vous paye pas, monsieur. À moins vous me le dites. Vous dites, écoutez, ça m'arrange pas, telle exclusion, je vous donne une surprime, je veux étendre cette garantie à ma police. Si je suis d'accord, c'est pas obligatoire. Si je suis d'accord, je dis pas de problème, vous me donnez 20% de plus. Je prends un exemple, très très simple, quelques exemples très simples. Vous avez un hôtel à Agadir, 5 étoiles, du tonnerre, au bord de la mer, qui est assuré chez moi, en vol, incendie, dégâts des eaux, brise de glace, tout ce que vous voulez, c'est formidable. Et puis un jour, en lisant la police, vous êtes le patron ou le directeur, vous voyez dans les conditions générales, dans les exclusions relatives, vous lisez séisme, tremblement de terre, tsunami, exclu. Ah tiens, c'est exclu. Oui monsieur, c'est exclu. Je n'ai pas à vous payer lorsqu'il y a un tremblement de terre. C'est exceptionnel. Écoutez, j'aimerais bien étendre au tremblement de terre. Je dis pas de problème, 25%. D'accord. Vous me donnez 20%. Donc je peux l'accepter. Un autre à Marrakech, il a peur de ce qui s'est passé dernièrement à Paris, en disant, écoutez, moi j'ai peur du terrorisme, j'ai peur de ces Daesh, ces fous là, etc. Je veux m'assurer en terrorisme. J'ai dit non, c'est exclu, monsieur. Mais il dit, mais je vous paierai en Suisse. Ok, extension de garantie pour le terrorisme, etc., moyennant surprise. Donc, pour les exclusions absolues, non. Pour les exclusions relatives, oui. Oui, donc souvent les polices comportent des franchises. On va en parler dans un instant, prenant Mustapha Deguedjar. Allô, bonjour. Oui, bonjour Mustapha. madame, bonjour. Cher expert. Bonjour, c'est Mustapha. Bonjour Sidi. Alors ma question est la suivante. Donc j'ai acquis une voiture en W que j'ai assurée bien sûr. Et sur la police d'assurance figure le numéro W. Un mois après, j'ai reçu ma carte grise avec les matriculations.
Et alors que toujours sur la police, il y a toujours l'ancienne immatriculation W. Est-ce que je cours un risque ou bien il faut que je me déplace chez l'assureur pour qu'il me fasse délivrer, pour qu'il me délivre une nouvelle attestation pour les assurances ou bien ajouter le numéro d'immatriculation? Ça va, vous ne courez aucun risque, vous êtes le propriétaire de la voiture. Oui. En cas de pépin, il suffit de présenter les documents et l'affaire est close. Mais ne vous éternisez pas. Oui, d'accord. Ne vous éternisez pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Allez voir votre assureur en disant, écoutez, ma voiture n'est plus en W, elle est devenue numéro un tel. Voilà votre attestation. Donnez-moi une autre avec le numéro définitif. Moyennant 30 dirhams ou 40 dirhams, des timbres, des frais, des petits frais comme ça, il vous donnera, il doit, c'est une obligation, vous donner l'attestation définitive et vous lui restituez celle de W, tout simplement. Mais le plus tôt serait le mieux. Le plus tôt serait le mieux. Bien sûr. Merci beaucoup, cher expert. Je vous en prie. Merci, c'est Mostafa Dagadir. Donc nous parlions juste avant des polices qui comportent des franchises. Qu'est-ce que c'est les franchises? Oui, alors la plupart des polices, quels qu'ils soient, assurance de dommages, assurance police, maritime, aviation, tout ce que vous voulez, comportent soit un montant fixe, soit un taux qui représente un certain montant qui reste toujours à la charge de l'assuré. Par exemple, en tierce, ou dommages subis par le véhicule assuré, il y a 3, 5, 10, 15, 20% qui est calculé sur le montant de dommages. En vol, il y a une franchise de 5%. Votre voiture est volée. Bon, l'expert l'a arrêté à 100 000 dirhams, sa valeur vénale. Mais je vous donnerai pas 100 000 dirhams. 100 000 dirhams moins 5%. Etc. Donc, partout, il y a des montants qui restent à la charge des assurés. Bon, vous allez me dire, mais les assureurs peuvent mais c'est l'arnaque, ça. Vous allez me dire. On peut racheter ces franchises. Cela dépend. La plupart, non. On peut pas les racheter. On peut pas racheter les franchises. Pourquoi? La plupart, on peut pas les racheter. Pourquoi? Pour que les gens fassent attention. Supposons, moi, j'ai la tierce, une belle voiture, j'ai la tierce, sans franchise. Je ferai des 150 km, des 200 km. À la fin, c'est l'assureur qui va casquer. Oui. Supposons ma garantie vol, il n'y a pas de franchise de 5%. Tant pis, qu'il la vole. Je m'en fous, je peux la mettre dans un bled, dans un coin perdu. Finalement, je vais m'acheter une autre voiture. La mienne, elle est un peu délabrée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je suis de mauvaise foi, par exemple. Non, l'assureur, il dit, attention, monsieur, vous avez tant % de franchise. Vous avez 5 000 dirhams que vous allez payer à chaque fois de votre poche. Faites attention. À ce moment-là, je fais plus attention. Je ferai plus attention et je deviens plus prévenant, plus consciencieux, sachant que je vais débourser une partie de ma poche. Donc passons au sinistre. En cas de sinistre, quel que soit le sinistre, que doivent faire les assurés? Le dire à l'assureur, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais le dire par écrit. Encore une fois. Les paroles s'envolent. Et les écrits restent. Vous aimez cette phrase? Exactement. Vous l'aimez, bien sûr. Dès que j'ai un pépin, dès que j'ai un sinistre, quel que soit ce sinistre, je dois en aviser mon assureur. Par écrit. Comment? 3 manières. Il n'y a pas 36 manières. 3 manières. Lettre recommandée AR ou lettre recommandée main. Je vais voir mon assureur, je dis, monsieur, je veux vous déclarer, ou je vous envoie une lettre. Comme quoi, il est au courant que ma voiture a été volée, que ma maison a été cambriolée, que mon usine a pris feu, tout simplement, par écrit. Et donc, ces déclarations doivent être faites donc par écrit. Et pour quelles raisons elles doivent être faites par écrit? Pour éviter les problèmes, les conflits. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les rapports conflictuels, pour éviter les conflits. Bon, je téléphone, bonjour monsieur, voilà ceci, j'ai mon usine qui a pris feu, faire ceci, cela. Après, il dit, je suis pas au courant. Mais monsieur, ça fait 20 jours que je vous ai téléphoné. Ah, je me souviens plus. Donc, il n'y a pas de trace. C'est pour la traçabilité, pour éviter des conflits. Comme ça, si jamais, moi, assuré, j'envoie une lettre recommandée, mon assureur, il est mal organisé. C'est pas le cas, maintenant, c'est terminé. Supposons qu'il est mal organisé. Il dit, moi, j'ai rien reçu. Je suis désolé, monsieur.
je vous ai envoyé une lettre recommandée tel jour, voilà le carton jaune AR. Donc, j'ai la preuve que je vous ai avisé officiellement. Si vous n'avez pas trouvé ma lettre, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Donc, pour qu'il y ait des traces et pour éviter des conflits. Maintenant, en cas de vol, que doivent faire les assurés? Alors, le cas de vol, c'est un peu spécial. Hein. C'est un peu spécial. C'est question de confiance ici. C'est la bonne foi qui prime, oui. Qui passe en priorité. En cas de vol, que ce soit d'une voiture ou d'une ferme ou d'une maison, peu importe. Deux choses très importantes dans les 24 heures. Je dis bien dans les 24 heures, pas dans les 5 jours. Les autres cas, c'est les 5 jours. Sauf le vol, c'est 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. D'abord, je dois aviser les autorités locales. La police judiciaire en ville et la gendarmerie hors agglomération. Et en même temps, mon assureur, je lui ai envoyé une lettre recommandée à AR, etc., dans les 24 heures en disant, j'ai été victime d'un vol, d'un cambriolage, je vous avise, j'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie Intel, je vous donnerai le moment venu le reçu. Donc, c'est un cas particulier, il y a urgence dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Donc, supposons que les assurés n'ont pas respecté ces délais prévus par ces conditions générales des polices d'assurance ou par les lois en vigueur, qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'ils encourent? Ils risquent gros. Toujours gros. Tout simplement, ils ne seront pas indemnisés. L'assureur va leur dire, écoutez, vous m'avez pas avisé. Donc, d'où la nécessité de lire ces contrats. Absolument. Je vous oppose une exception d'assurance qu'on appelle la déchéance. Vous êtes monsieur déchu. Ça fait 15 jours que votre usine a flambé, a brûlé. C'est maintenant que vous venez me voir? Mais qu'est-ce que vous... Ah voilà, il y avait des problèmes, c'était la catastrophe. Mais monsieur, c'est pas mon problème, moi. Avisez-moi dans les 5 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Le cas de vol, avisez-moi dans les 24 heures. Mais on était avec la gendarmerie, on faisait une enquête à droite et à gauche pour trouver la voiture, on n'arrive pas à trouver. Bon, finalement, je suis venu vers vous. Mais monsieur, il fallait le faire dans les 24 heures, pas 15 jours après. Donc, si jamais les assurés ne respectent pas les délais, les assureurs sont en droit de leur opposer la déchéance. Ils sont déchus, ils ne seront pas indemnisés. Donc, rassurez-moi, Serchadi, oui. Il y a des cas où les assurés sont dans l'impossibilité de respecter ces délais. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, il y a 2 cas. Il y a ce cas, oui, dans la possibilité de le faire, c'est le cas de force majeure, ou les cas fortuits. Asbaboun qahira. Bon, l'assuré ne peut pas déclarer. Il est dans le coma. Il est malade. Il est à l'étranger. Sa voiture a été volée. Voilà, il est à l'étranger, il n'est pas du tout au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des cas comme ça, l'assureur ne peut pas lui opposer la déchéance. Il doit payer, il doit prendre en charge le sinistre. Mais à condition que l'assuré prouve le cas fortuit, le cas de force majeure, ou qu'il n'était pas là. Il était à l'étranger en produisant le passeport. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fatem Zara El Bouhari. Un spécial assurance comme tous les mercredis, c'est Abdelaziz Al-Chadji. Nous parlons donc des conflits, des questions qu'on se pose souvent vis-à-vis de notre assurance. Il y a aussi cette question que l'on se pose si j'achète un bien par crédit, une maison ou une voiture par exemple. Et donc, que fait mon assurance suite à des sinistres concernant ces biens achetés à crédit? Alors, il y a 2 possibilités. Il y a le premier cas où, disons que les dommages sont bénins. C'est pas méchant. 10 000, 8 000 dirhams, 20 000 dirhams. Ici, le problème ne se pose pas. La maison de crédit, le prêteur, c'est la maison de crédit, ne réagit pas et il laisse le soin à l'assureur de payer les indemnités, qu'on n'en parle plus. Par contre, dans le deuxième cas, en cas ce qu'on appelle de VGA, véhicule gravement accidenté. VGA. Où il y a réforme. Là, c'est différent. Que fait l'assureur? Il n'a pas le droit de payer son client. Parce qu'il y a une délégation de crédit. Au début, il lui a fait signer un document qu'on appelle délégation de crédit. Il n'a pas le droit d'indemniser son client. Bien qu'il soit bien assuré. Non. Il doit d'abord payer le prêteur, à savoir la maison de crédit. Mais pas la totalité. Les montants qui restent à payer, les traites qui restent à payer, le capital qui reste à payer. Et si jamais
il reste quelque chose, il le donnera à son assuré. À ce moment-là, que va faire la maison de crédit? Il va donner la main levée à son assuré pour qu'il puisse vendre la voiture, l'épave dans les meilleures conditions. Voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il y a peut-être une confusion entre le crédit et le leasing? Oui. Une bonne partie de nos compatriotes, malheureusement, n'arrivent pas à faire la différence entre une maison de crédit normale, entre guillemets, et le leasing qu'on appelle le LOA. Leasing avec option d'achat. LOA. Leasing avec option d'achat. Location avec option d'achat. Voilà. Les deux, ils se ressemblent. Les deux sociétés prêtent une certaine somme d'argent pour acheter un bien. Ça peut être une voiture, ça peut être un camion, une machine, etc. Alors la maison de crédit, quand il vous prête une certaine somme pour acheter une voiture, la voiture est en votre nom. Mais malheureusement, la carte grise, elle est barrée. Vous ne pouvez pas la vendre. Elle est grevée. Vous devez payer les traites. Une fois que vous avez payé les traites, la maison de crédit va vous donner la main levée pour que vous puissiez faire enlever le barrement et ainsi la voiture vous devient la vôtre. Dans le deuxième cas, le LOA, le leasing, c'est la société qui achète la chose, la voiture, et vous la loue. En son nom, elle est à elle, pas à moi. Moi, j'achète, je veux un camion, je suis un commerçant, je veux un camion frigorifique à 800 000 dirhams, elle l'achète en son nom. Et me le loue à 8 000 dirhams par mois. Exactement. Avec une option d'achat à la fin. Avec une option d'achat à la fin. Alors, si jamais je ne paye plus, eh bien, elle prend sa voiture. Exactement. Tant pis pour moi. Voilà. Et voilà. Et donc, avant de continuer, prenons Abdelwahab de Casablanca. Allô, Abdelwahab. Salam alaikum. Oui, alaikum salam wa rahmatullah. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum. Bonjour, salam. Allah yatawli amrak. Salam alaikum. Alors, j'ai un petit problème. Voilà. J'ai une maison à Casablanca, à Mer-Sultan, exactement. Yeah. C'est Abdelwahab, اسمح لي تنقص شويه من الراديو قبل ما نكملوا. Oui, أنا غادي نتفيقع. واخا شكرا. Voilà. تفضل. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai une maison individuelle à Casablanca, en plein centre, à Mer-Sultan. C'est une maison, c'est pas un appartement. Yeah. Voilà. Alors, donc, j'étais toujours assuré. J'avais une assurance multirisque habitation. D'accord? Et une maison mitoyenne à moi, un immeuble, il a été acheté par des gens qui l'ont démoli et qui ont commencé à construire. Au moment de la démolition, donc il y a eu des dégâts très 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 importants. Votre bien à vous. Ce qui fait en juin 2013, j'étais obligé, moi et ma famille, donc de sortir, de vider la maison, parce que ça courait le risque de nous tomber sur la tête d'un instant à l'autre. Bien. Bon, Hadouk Nas qui ont acheté la maison, qui ont commencé. Oui. Alors, entre-temps, je dois préciser c'est que j'ai saisi les autorités, j'ai saisi pratiquement tout ce qui était à saisir. Bon, bien entendu, un peu plus tard, quelqu'un d'ailleurs, من وسط المملكة m'avait expliqué, il m'a dit, Oustad, راك كنت تجيب لهم des affaires. Bon, vous comprenez moi j'ai compris ce qu'il voulait dire et c'est pas la peine que je précise, que j'utilise certains termes. Voilà. Yeah. Bon, bref, alors on était allé autre chose. Le contrat terrasse mondialhom, le contrat terrasse mondialhom, il était précis qu'il ne devait pas creuser plus de 3 mètres. Or, d'après des preuves que j'ai, des photos que j'ai saisies par un huissier de justice, d'accord, c'est que ce qu'il avait creusé, ça dépassait les 5 mètres et demi. D'accord. Presque le double. Oui, mais t'as production. En plus, ils n'ont pas laissé, selon ce qui a été prévu par la loi avec le 1 mètre de sécurité et ainsi de suite. Ils sont allés même creuser تحت سيف ديالي. D'accord. Bon, bref. Alors, entre-temps, en 2013, parmi les gens que j'avais saisis à l'époque, j'avais saisi Dar al-Khadamat. Alors, Dar al-Khadamat, je l'avais saisi le 8 avril.
Ils ont envoyé une commission sans m'avertir, sans rien, pour soi-disant constater les choses. La commission, elle est passée le 13 juin. D'accord, qui a constaté d'ailleurs, ils n'ont pas, Dar Khadamat, avec Sid le responsable, il n'a même pas voulu me donner un rapport, le rapport de la commission, enfin pas le rapport, le constat de la commission, d'accord, disant comme quoi ça prend du temps et ainsi de suite. Alors, et je suis arrivé à avoir une copie, d'accord, et avec le constat d'Yalom, c'était pratiquement, comment dirais-je là, c'était il disait comme quoi la maison risque de s'effondrer d'un instant à l'autre. Bon, bref. Alors, entre-temps, je suis allé au tribunal, d'accord, le tribunal. Alors, mais à l'époque, quand j'avais saisi mon assureur, alors il m'a délégué un expert qui a constaté effectivement les dégâts, d'accord, et il a tout simplement, il m'a répondu, disant que comme quoi, ça ne relève pas de sa compétence, ce n'était pas prévu dans le contrat. Alors, je vous réponds, si vous permettez. Alors, je vous réponds. Sur le plan assurantiel, la police multirisque habitation que vous avez très bien fait de souscrire, hein, c'est une très bonne chose, ne prévoit pas ce cas. Ce cas-là ne figure nulle part dans les conditions générales ou particulières de votre police. Toutes les polices, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un incendie, c'est pas un dégât des eaux, c'est pas, etc. Donc, votre assureur ne peut absolument rien faire pour vous. D'ailleurs, l'expert, il a déjà, vous a dit, il vous a mis au parfum, etc. Deuxièmement, pour vous, l'affaire est simple, monsieur. Alors, s'il vous plaît, je vais vous dire trois mots que vous devez, comment dirais-je, mémoriser et ne jamais les oublier. Ce qu'on appelle le lien de solidarité. Le lien de solidarité. Entre qui et qui? Bon, le lien, ce mot-là vaut de l'or. C'est le lien de solidarité. Moi, monsieur Abdelhab, j'ai subi un préjudice. J'ai des gens qui ont fait des terrassements, qui n'ont pas respecté, et en plus, ces gens-là, ils ont un assureur. RC Travaux. Sûrement un assureur quelque part avec une police RC Travaux. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. Je dépose une requête auprès du tribunal, Maqal Iftitah il-Dawa, en assignant tout le monde par le lien de la solidarité. Et je laisse le soin au tribunal, après expertise, de dire, voilà le responsable, voilà pas le responsable, voilà ceci, cela, et la finalité, c'est l'assureur qui va casquer, qui va payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'entrez pas à la Tibarat, un mètre en dessous, ceci. Oui, ils ont fait des bêtises, c'est leur problème. Moi, si j'ai subi un préjudice dans mon immeuble, dans ma maison, je veux être indemnisé, et j'assigne tout le monde par le lien de solidarité. À ce moment-là, le tribunal, c'est sûr, il va vous donner gain de cause en condamnant une de ces personnes-là, c'est l'assureur, le propriétaire, la personne, la société qui s'est occupée de la démolition, peu importe, à vous payer telle somme. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est vraiment très, très, très clair. Malheureusement, je ne sais pas si je dois vous appeler maître ou monsieur. Bon, vous voulez. Oui, Allah maître. Malheureusement, c'est que je suis conscient de ça. Moi, mon âge, il dépasse les soixantaines, donc, et je suis ingénieur docteur, et j'ai une grande expérience. Seulement, malheureusement, au Maroc, les choses ne se passent pas comme ça. C'est qu'effectivement, la première instance, vous savez, il y a eu 4 expertises. D'accord, et donc les 4 expertises, ceux ont été ordonnés par le tribunal, donc les deux, figurez-vous, l'assureur d'Yalom, d'accord, et en lisant le rapport d'expertise, je suis tombé pratiquement dénu. C'est que à croire que c'est moi qui suis le fautif. Imaginez ça. C'est moi qui m'a le fautif. Et on vous accuse de quoi, Serge Loheb? Oui, justement parce que je n'entretenais pas ma maison. Imaginez ça. J'ai élevé mes enfants
كلهم رجاله خدامين هنا تبارك الله عليهم اي ما ميزون انتاك جيتي فيير دو ما ميزون ولا هذاك السيد تيتهمني بان جو نونتروتيني با ما ميزون et que ma maison n'avait même pas le lieu d'exister. Ils sont vraiment forts. Nous sommes vraiment au Maroc. Mais une chose à tous les gens qui ne savent pas, c'est que je ne lâche jamais. Je suis allé même au ministère de la Justice, le Wassit al-Mamlaka. Et dernièrement, le ministère de la Justice m'a donné gain de cause. Le ministère a ordonné une expertise. Avec l'expert, quand il est venu, la dernière expertise, il disait carrément c'est l'autre, la maison mitoyenne, il y a la cause d'Yeli. Il y a la cause et que la maison elle risque de s'effondrer, que ça représente un danger pour les gens qui pourraient l'habiter, pour les maisons mitoyennes et pour même le Marra, les passants. Les passants. Alors imaginez combien j'ai gaspillé d'argent pour arriver enfin à trouver des gens comme il faut, et un expert comme il faut, qui puisse reconnaître عيب الله. هذاك السيد هذاك في الابتدائيه هذاك القاضي سون سيتي لو نون تنقول لي استاذ اجي شوف الدار اجي شوفها انت وقول لي واش مازال صالحه السكره واش هذوك الشقوق واش عيب الله هذوك ماشي من لو مونك دونتروتيان والدار ديالي سيتي ميزون effectivement avec les techniques anciennes الحجر. Je m'excuse de vous interrompre. Le tribunal, est-ce qu'il a rendu un jugement? Le tribunal de première instance, oui, il a rendu un jugement. Et il y a eu appel? Bien sûr que j'ai fait appel. Et la cour d'appel, est-ce qu'elle a rendu un arrêt? Non, mais elle a ordonné avec selon les instructions du ministère de la Justice, elle a ordonné une expertise. Impeccable. Donc, expertise, je viens d'avoir le rapport d'Yala, alhamdoulilah. Voilà. Donc, c'est Abdelhab, ne broyez pas du noir. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Du moment que la cour d'appel a rendu un arrêt ADD, avant de dire droit, demandant une expertise et que cette expertise vous est favorable, attendez-vous à ce qu'un arrêt soit rendu condamnant telle ou telle personne à vous payer une certaine somme. Eh bien, tant mieux. Continuons dans nos questions. Nous avons encore quelques minutes. On se pose également la question, Serge Chadji, en cas de sinistre, qui doit nommer les experts? La loi ne dit rien. La loi ne dit absolument rien, ne précise rien du tout. Mais c'est l'usage. Ce qu'on appelle l'usage. La date ou taqalid dans le domaine de l'assurance. C'est l'assureur qui doit nommer un expert et lui payer ses honoraires. Tout simplement. Et les assurés, la majorité des sinistres, quels qu'ils soient, sont traités de cette manière-là. Exactement. Walekin, c'est l'assurance qui désigne cet expert. Est-ce que on me demande impérativement d'accepter cet expert? Non, pas du tout. Pas du tout. Si je vois que l'expert mandaté par mon assureur a bien fait son travail, bien sûr, Amine, j'accepte. La majorité des sinistres passent par ça. J'accepte mon temps arrêté. Bon, il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire que je dois nécessairement l'accepter. Je peux contester en disant, pas question, j'oppose une fin de non-recevoir à l'expertise qui a été faite unilatéralement. J'insiste. Unilatéralement de la part de mon assureur, tout simplement. Et donc pour éviter les conflits, qu'est-ce qu'on fait si je l'accepte pas? Alors moi, je vais provoquer à ce moment-là une contre-expertise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais nommer un expert qui va me représenter en disant monsieur le contre-expert plutôt, j'accepte pas l'expertise qui a été faite unilatéralement par monsieur Intel, qui laisse à désirer, voilà mes mobiles, voilà mes motifs, soutenez-moi en tant que contre-expert. Exactement. Et ce contre-expert, c'est moi qui le paie? Oui, absolument. Je l'ai choisi, voilà. Ah oui, j'ai choisi, chaque partie paie son expert. L'assureur paye les honoraires de son expert. Moi, assuré, je nomme les honoraires du contre-expert que j'ai mandaté. Donc l'assurance a nommé son expert, je ne suis pas d'accord, j'ai nommé une contre-expertise que je paie, et dans ce cas, les deux experts ont des constats tout à fait différents, ils n'arrivent pas à s'entendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on aboutit, il y a une issue. On aboutit à ce qu'on appelle une tierce
expertise, à une troisième expertise. Tout simplement. Cela veut dire comment ça? Je vais contacter mon assureur en disant, écoutez, votre expert arrête le montant à 1 million de dirhams pour mon usine. Mon expert, il compte dans sa position. C'est 1,4 million. C'est énorme. Il n'arrive pas à s'entendre. Quel est votre avis de provoquer une tierce expertise? Cela veut dire, conjointement, mon assureur et moi-même, conjointement, nous avons nommé un troisième expert et que chacun de nous va lui payer 50% de ses honoraires pour nous départager. Et ce troisième expert, absolument. Les 2 premiers passent outre. C'est le troisième expert qui entre quelle que soit son expertise. Quel que soit son montant. Ça ne veut pas dire qu'il va me donner raison. Oui, ce troisième expert, si on le nomme tous les deux, qui le paie? 50%, 50%. Moi, je lui paye 50% de ses honoraires, et mon assureur lui paye 50%, puisque tous les deux, nous l'avons nommé conjointement. Exactement. Donc, en cas de sinistre, les assurés et les tiers peuvent-ils réclamer les indemnités ou les prestations leur revenant à n'importe quelle époque, c'est-à-dire en assurance dommage? Non, pas n'importe quelle. J'ai un sinistre, je vais pas revenir dans 10 ans. Faire mon assureur, monsieur, payez-moi. Mais dans 10 ans, vous étiez où, monsieur? C'est pas possible. Donc, il y a des délits bien précis en assurance dommage pour vis-à-vis de l'assuré, c'est 2 ans. Vis-à-vis du tiers, piéton par exemple, c'est 5 ans. Et puis, en assurance de personne, c'est 5 ans. Alors, c'est 5 ans pour l'assuré et 10 ans pour une personne autre que l'assuré. Je vous donne des exemples où... Oui. Oui. Je fais une assurance à 60 ans, un capital de 4 millions de dirhams. À mes 60 ans, je dois réagir dans les 5 ans. Si jamais je ne réagis pas dans les 5 ans, c'est trop tard. C'est trop tard, j'ai perdu. Donc si je ne respecte pas ces délais, quel est le risque donc de perdre son capital? Tout simplement, tout simplement. Et donc je peux les assigner en justice? Même, combien même. C'est ma faute. C'est ma faute. Le tribunal ne peut pas entériner, ne peut pas me donner raison. Il me dit, monsieur, vous êtes hors délai. Vous n'avez pas respecté les délais imposés par la loi. Il y a prescription, muddat at-taqadum. Et donc, dernière question, Serge, que doivent faire les assurés pour interrompre les prescriptions pour éviter tout conflit avec les assureurs? Alors, il y a plusieurs possibilités pour interrompre ces délais de prescription. Soit un échange de lettres recommandées, je vous propose, vous me donnez. Donc, on discute. Tant que nous discutons, on ne peut pas invoquer la prescription. Par la nomination d'un expert. Mon assureur nomme un expert. On attend. Qu'est-ce qu'il a fait? Et une assignation en justice. J'assigne en justice, c'est terminé, il n'y a plus de prescription, c'est le tribunal le seul qui est habilité à rendre une décision. C'est Abdelaziz Rachidi, vous êtes consultant senior, formateur en assurance. Merci d'avoir été notre expert. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, à midi, retrouvez Zineb Geoudji pour le premier journal en langue arabe de la mi-journée. Excellente journée à tous sur Atlantique Radio.